Elle pourrait s'appeler Marie. Elle aurait 10 ans. Elle vivrait à Saint-Étienne, en 1864. Elle aurait été enfermée sur correction paternelle, c'est-à-dire sur simple demande du père sans motif énoncé. Requête du père au président du tribunal, archives du tribunal civil de Saint-Étienne. Je viens, monsieur le procureur, vous prier de fermer ma petite, de manière à ce qu'elle puisse plus déranger. On contredit pas le chef de famille, elle m'a dit ma mère. Tu te rends compte qu'il tient sa journée pour toi, pour te nourrir? On peut pas faire ça. Elle m'a dit que j'avais été mauvaise. Que lui, il fait beaucoup pour nous. Moi, je suis pas sa vraie fille et il m'a reconnue. C'est gentil. Le procureur, il s'en fiche que c'est pas mon vrai père. Pour lui, c'est tout comme. C'est à mon grand regret que je vous fais cette demande. Je voulais pas le fâcher. Je voulais qu'il arrête de cogner sur maman. J'ai essayé de l'empêcher. Il s'est énervé, alors moi, je suis partie. Je suis partie chez Henriette. De toute façon, il n'y avait pas que lui qui voulait me corriger. Courrier des habitants d'un quartier de Saint-Étienne, archives du tribunal civil de Saint-Étienne. Les habitants du quartier neuf du Soleil vous prient humblement de faire arrêter cet enfant. Le lendemain, quand je suis revenue de ma fugue, il m'a dit « si moi je peux pas te dompter, c'est le juge qui va le faire. » Et de la faire fermer. Ça fait des mois que je suis là, j'ai même pas compté. Pour qu'enfin, étant devenue meilleure, elle soit utile à la société. On doit travailler tous les jours. Moi, je veux juste savoir quand est-ce que je vais sortir. Au lieu d'en être le fléau. Je m'appelle Marie. J'ai 10 ans. Et je veux pas rentrer chez moi. Marie est emblématique du sort des enfants au XIXe siècle, où les enfants victimes finissent par être finalement punis d'être victimes. La correction paternelle, c'est pas comme on pourrait le penser, je sais pas, le droit de donner une fessée à ses enfants, ça c'est pas, non, c'est une disposition du Code civil de 1804 qui permet au père de famille, je dis bien au père de famille parce que ça peut pas être la mère, au père de famille de demander au juge civil, au président du tribunal d'arrondissement, l'incarcération de ses enfants. Ce que le Code dit, c'est qu'un père qui a de graves raisons de mécontentement sur la conduite de ses enfants peut demander cette mesure de correction paternelle. Mais ces graves raisons, elles dépendent de lui. Le juge n'a pas à les examiner. Hein. Il suffit donc qu'il dise qu'il est mécontent de la conduite de ses enfants. Il y a un obstacle à l'utilisation par les classes populaires, dans un premier temps, de cette mesure de correction paternelle. Car la garde, les frais de garde et de nourriture sont à la charge du père. En 1885, un arrêté permettra que ce soit l'État qui prenne en charge les corrections paternelles pour les pauvres ou les indigents. Et à partir de là, quand la mesure va devenir une mesure utilisée par les classes populaires, eh bien, elle va être délaissée progressivement par les classes plus aisées, parce que il y aura le stigmate autour de cette mesure de correction paternelle qui sera associé au bas-fond d'une certaine manière, c'est-à-dire aux familles des classes les plus prolétaires, les plus fragiles, auxquelles ne voudront pas être associées les familles aisées et bourgeoises. Archives du tribunal civil de Saint-Étienne. Je viens, monsieur le procureur, vous prier de fermer ma petite, de manière à ce qu'elle puisse plus déranger. On contredit pas le chef de famille, elle m'a dit ma mère.
Tu te rends compte qui tient sa journée pour toi, pour te nourrir? On peut pas faire ça. Marie a enfreint effectivement un certain nombre de règles, de normes, et ne respecte pas le code de bienséance attendu des filles au XIXe siècle. On reproche bien plus souvent aux filles en réalité ce qu'elles sont, alors qu'on reproche aux garçons ce qu'ils font. On reproche aux filles bien plus des comportements liés à leur sexe, liés à leur genre, et de ne pas avoir respecté un certain nombre de figures, en particulier celle de loi blanche, qui est d'ailleurs complètement réinventée ou inventée au XIXe siècle, c'est-à-dire de la jeune fille vierge. Et donc on demande aux jeunes filles effectivement de bien se comporter pour être mariables. Les classes populaires incorporent davantage, bien entendu, les mauvaises filles. Elles sont chez elles tout de même. Bon. Mais il y a une moralisation des classes populaires qui se fait au cours, je dirais, la deuxième moitié du XIXe surtout, et au XXe siècle. Hein. Moins d'enfants, bien les élever, et veiller à ce qu'ils aient un bel avenir. Et alors là, je dirais que les classes populaires en voie d'ascension sociale ont tendance à veiller particulièrement sur la virginité des filles. Une mère de famille populaire qui se respecte, elle laisse ses garçons aller, mais elle va garder ses filles. Et alors, plus tard, si elles deviennent délinquantes, si on a des soupçons sur elles, oui, on va les mettre dans des institutions, et d'abord, de préférence, avec des religieuses. Le mode de placement quasi exclusif au XIXe siècle pour les jeunes filles, c'est le placement en institution. Et ces institutions, ce ne sont pas n'importe quelles institutions, ce sont finalement des couvents, puisque ce sont des congrégations religieuses, et en premier lieu la congrégation du Bon Pasteur d'Angers, qui se crée dans les années 1830. Alors un Bon Pasteur, c'est un couvent, mais c'est aussi une usine d'une certaine manière, puisqu'on y travaille beaucoup, selon là aussi des normes de genre très fortes, puisque ces jeunes filles font principalement de la blanchisserie au XIXe siècle, ce qui est une façon d'ailleurs de rentabiliser cette opération pour la congrégation du Bon Pasteur. Donc ce sont des institutions où le travail est abrutissant, où l'éducation est très faible. Il ne s'agit de toute façon pas, et ça les sœurs ne s'en cachent pas, de permettre quelque promotion sociale que ce soit pour ces jeunes filles qui doivent rester qui sont de basse extraction, comme on disait à l'époque, et qui doivent le rester. Et puis, ce sont des institutions religieuses, au final, dans lesquelles l'éducation morale, extrêmement culpabilisante, avec cette tendance du catholicisme qui n'est pas du tout la tendance du catholicisme social, mais au contraire une tendance ultramontaine, très traditionnaliste, stigmatisant le mauvais comportement, ou en tout cas suspectant les filles en permanence d'être vénales, est omniprésent. Et on apprend finalement dans ces institutions aux filles à se détester elles-mêmes et à détester leur sexe. Les mauvaises filles sont surveillées, contrôlées, notamment dans leur corps, parce que leur corps c'est la sexualité. Et ce que on redoute au fond le plus dans les mauvaises filles, c'est la sexualité. Il y a toujours cette idée qu'elles vont gagner leur argent, en somme, par le corps et par la sexualité. Le lendemain, quand je suis revenue de ma fugue, il m'a dit « Bah si moi je peux pas te dompter, c'est le juge qui va le faire. » Et de la faire fermer, Ça fait des mois que je suis là, j'ai même pas compté. pour qu'enfin, étant devenue meilleure, elle soit utile à la société. On doit travailler tous les jours. Dès la fin du XIXe siècle, il y a une volonté de tirer vers l'éducatif cette mesure. Cette volonté se heurte à un problème qui est l'état des établissements auxquels on peut confier les jeunes filles. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus disciplinaires, répressifs qu'éducatifs. Ils n'ont d'éducatif que le nom. Donc ça se heurte à ce problème. Alors à partir de la fin du XIXe siècle, les années 1880, avec le mouvement anticlérical qui est assez fort au début de la Troisième République, la congrégation du Bon Pasteur et un certain nombre d'autres, comme celle du Refuge, vont être sur une position de repli progressif, ce qui va inviter l'État à créer des écoles de préservation, c'est leur nom. Ce sont des écoles publiques qui accueillent les filles selon des modalités finalement
qui seront très proches de celles des institutions religieuses, c'est-à-dire la claustration, la pénitence, la rééducation morale, le travail et l'absence, quasi-absence en tout cas jusqu'au milieu du XXe siècle, de toute forme d'éducation, en tout cas de promotion sociale. Le procureur, il s'en fiche que c'est pas mon vrai père. Pour lui, c'est tout comme. Je voulais qu'il arrête de cogner sur maman. J'ai essayé de l'empêcher, il s'est énervé, alors moi je suis partie. Bon, on voit bien que Marie, elle est victime d'un ordre social, c'est une fille des classes populaires, elle est victime d'un ordre patriarcal, puisque son père fait la loi à la maison et l'envoie finalement dans une institution qui est celle de la Providence. Et en même temps, eh bien, on voit bien que son père est lui-même un dominé, qu'il fait partie justement de ces ouvriers qui vivent, comme on dit au XIXe siècle, au jour la journée, extrêmement précaire, qu'il essaye de s'en sortir, qu'il est quotidiennement humilié dans son travail, dans l'espace public et dans l'ordre social, tout simplement. C'est un vil prolétaire, comme on dit au XIXe siècle, et quelque part, la seule façon qu'il a peut-être de réaffirmer son autorité, sa dignité en tant qu'homme, selon là aussi un stéréotype très genré, dont il n'est pas le seul responsable, c'est de réaffirmer son autorité, y compris en faisant à la maison, dans la famille, y compris en faisant pleuvoir les coups sur sa femme et sur ses enfants. Et donc j'ai trouvé que c'était à la fois assez touchant d'un point de vue du ressenti, et en même temps que ça disait des choses de ce qu'on appelle aujourd'hui en sciences sociales l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'il y a une double domination dans le cas de Marie, à la fois de genre, mais aussi de classe, et c'est pas si simple que ça d'analyser ce qui se passe au croisement de la domination de genre et de la domination de classe. Je m'appelle Marie, j'ai 10 ans, et je veux pas rentrer chez moi.